qui est intéressant, ce que je retiens aussi, c'est le chiffre 3. C'est que 3 personnes pour créer une société, je pense que c'est mieux que 2 et c'est mieux que 1. On n'a pas honte de dire qu'on est des gentils, que chez nous, ils peuvent travailler d'où ils veulent, quand ils veulent et s'ils veulent. La réussite en entrepreneuriat, c'est de prendre plus de bonnes décisions que de mauvaises. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les-moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blo, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. C'est l'histoire de 3 frères qui, en 2014, décident qu'il est temps d'innover dans la restauration à travers le digital. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui l'un des membres de cette fratrie. Bonjour, Emmanuel Grelot. Bonjour Maxime. Je commence dans le vif du sujet, j'ai une question qui me taraude, Emmanuel. Qu'est-ce que c'est qu'une dark kitchen ? Ah bah, une dark kitchen, c'est en fait, on présente ça comme quelque chose de nouveau, mais c'est pour moi un centre de production et dans la restauration collective, on appelle ça une cuisine centrale et ça fait 30 ans qu'on en fait. Mais donc voilà, c'est un centre de production, de quel partent ensuite les livraisons de repas ou de D'accord. plats. Écoute, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que c'est un épisode un petit peu différent, de ce que j'ai l'habitude de faire. Tu vas nous apporter une autre vision, justement un peu plus peut-être dark ou en tout cas un peu plus cachée, des métiers de l'hôtellerie et de la restauration. Est-ce que tu pourrais commencer peut-être par, te présenter, nous donner ton parcours et nous dire un petit peu où tu en es au niveau de ton ou de tes entreprises? Mon parcours, alors qui je suis, donc Emmanuel Grelot, je suis informaticien, on dit plus trop ça aujourd'hui, on le disait, quand j'ai démarré, formation d'ingénieur en informatique, et mon parcours en quelques mots, j'ai commencé à travailler dans les systèmes d'encaissement pour la grande distribution, puis je suis rentré, dans la restauration, par la restauration collective. Chez Eurest, à l'époque, ça s'appelait, et puis Compass, toujours dans des fonctions informatiques, puis dans le transport maritime à la CMA-CGM à Marseille, pour piloter la direction informatique, et depuis, maintenant, 12 ans, entrepreneur, créateur de la solution EasyLis, en France. Mmh. Et du coup, c'est quoi EasyLis? J'ai vu sur le site, c'était EasyLis by Mapal. Tu peux nous dire un peu ce que c'est? Alors EasyLis déjà, c'est une solution de gestion des coûts matières, donc gestion des achats, gestion des stocks, gestion des recettes, des cartes, des menus, tout ce qui est autour de l'approvisionnement des restaurants ou d'un groupe de restaurants. Et on a rejoint un groupe Mapal qui est d'origine espagnole, qui développe d'autres fonctionnalités, toujours pour la restauration, notamment sur la gestion du personnel, des plannings personnels, pointage, formation du personnel, avis consommateurs, voilà, enfin toutes les solutions qui sont nécessaires aujourd'hui et utiles pour les restaurateurs. L'objectif, c'est avec Mapal, on est capable de répondre à toutes les demandes. OK, donc ta cible, c'est de la restauration de manière globale, commerciale, collective? Toutes, commerciales, collectives, le tourisme, l'hôtel, donc tout type de restaurant, ce qu'on appelle l'hospitality en anglais, Ouais, partout en Europe. parfait. Sur un podcast qui s'appelle Hospitality Insiders, on est quelque part dans le sujet. C'est ça, exactement. Je voudrais bien qu'on comprenne quand même ce que fait EasyLease. J'ai cru comprendre qu'au moment où tu as créé ça, c'était vraiment pour répondre peut-être à une problématique de gestion des coûts dans le secteur que vous aviez identifié, toi et ta famille. On va en parler juste après. Hem, peut-être en le synthétisant, à quelle problématique ça répond EasyLease et comment est-ce que vous la solutionnez? En fait, la problématique qu'on solutionne, c'est la problématique de maîtrise du coût matière, dans la restauration. En fait, la restauration a ceci de particulier, qu'on dans un restaurant, on a de multiples produits, hein, donc ce sont les plats, qui peuvent varier, tous les jours, et les restaurateurs ne connaissent pas le coût matière de leurs produits. Ce qui est pas du tout le cas dans l'industrie. Quand, un fabricant de voitures fabrique une voiture, il connaît le coût des matériaux qui composent la voiture. Il le calcule de manière très précise, et il le suit. Eh bien, la problématique auquel répond EasyList, c'est celle-là. C'est calculer quel est le coût des matières de l'ensemble des plats dans toutes les configurations de restaurant, et puis de pouvoir l'anticiper
et pour pouvoir le contrôler. Et c'est la problématique auquel on répond. Énormément de restaurateurs, encore aujourd'hui, constatent leur marge ou leurs bénéfices à la fin du mois quand le comptable a enregistré toutes les factures. Mais il est trop tard, le mois est passé, on ne peut plus rien faire. Avec EasyList, on regarde devant, et on a la capacité de voir, ben, est-ce que le mois prochain, je vais être bon ou pas bon par rapport à mes objectifs? Voilà. D'accord, donc en fait, tu es restaurateur, tu fais tes commandes à travers ce site ou en tout cas tu les rentres, tu rentres tes coûts matières Oui. et à la fin ça te calcule, exactement combien ça t'a coûté et en fonction de tes ventes, chaque marge que tu fais par jour, par produit? Exactement, exactement, c'est ça. On va rentrer la fiche recette avec les ingrédients. On est capable de calculer le coût de revient de chaque fiche recette, de prévoir, de dire, bah, la semaine prochaine, en fonction de ce que j'ai, prévu, je vais avoir tant de ventes de tel produit et donc d'anticiper, les besoins. Et ensuite, effectivement, on va digitaliser toute la partie approvisionnement, c'est-à-dire envoi automatique de la commande aux fournisseurs par mail, contrôle automatique de la réception. On digitalise réellement ce secteur-là. En allant un peu me balader sur ton site, j'ai vu que tu avais déjà des pas mal de grands clients. Il y en a peut-être un ou 2 que tu veux nous citer pour que tout le monde se rende compte aussi des applications ou des entreprises avec lesquelles vous travaillez? Oui, bien sûr, on a plus de 5 000 clients aujourd'hui en France qui utilisent 5 000 restaurants, pardon, qui utilisent, la solution. Quelques grands clients, principaux clients effectivement donc dans le public, des régions comme la région Île-de-France ou la région Bourgogne-Franche-Comté où Isilis, sert à gérer la restauration dans les lycées. Dans le privé, des grandes sociétés comme Sodexo, nous font confiance pour, gérer leur cuisine centrale, ou, également des chaînes comme, Big Mama, Paradis du fruit, sur l'ensemble des enseignes utilisent nos solutions pour la gestion des achats. D'accord, oui, c'est quand même déjà des très, très, beaux noms. En introduction, tout à l'heure, je parlais d'une fratrie. Je crois que vous êtes 3 frères dans l'entreprise. Est-ce que tu peux me raconter aussi cette, histoire, cette aventure entrepreneuriale familiale? Comment est-ce qu'on décide de créer une telle entreprise entre frères et un peu les peut-être les avantages et les inconvénients de ton point de vue? Ah l'histoire, les 3 frères, sont vendéens, qui quand même un territoire où il y a beaucoup d'entrepreneurs, je pense, Mmh. en tout cas en pourcentage, fils d'agriculteurs aussi, donc un peu cette culture, on va dire, de l'entrepreneuriat, et puis, il y a eu un alignement des planètes, on va dire, à une période de notre carrière, moi à 40 ans, je voulais changer et entreprendre, le dernier des frères, lui, avait 25 ans et commençait tout juste son activité professionnelle et on a décidé tous les 2 de lancer l'activité et puis il y avait un autre frère au milieu, qui, s'est dit: «Bah, finalement, c'est pas mal votre truc, est-ce que je peux venir?» Et voilà, c'est comme ça qu'on est parti, avec chacun notre activité au départ, et puis ensuite, de fil en aiguille, la solution EasyList, a vu le jour et a pris le pas sur toutes les autres activités. Donc voilà un peu l'histoire, comment ça s'est fait. Je pense qu'il y a une vraie culture d'entreprendre dès le départ. Les inconvénients ou les avantages, je vois pas beaucoup d'inconvénients en fait, de fait de travailler en fratrie. Il y a automatiquement une confiance qui s'installe et on est quand même sur des projets, long terme, hein. Ça fait 12 ans qu'on a démarré cette activité-là Ouais. et donc il y a besoin d'avoir cette confiance-là. Ce qui est intéressant, ce que je retiens aussi, c'est le chiffre 3. C'est que 3 personnes pour créer une société, je pense que c'est mieux que 2 et c'est mieux que 1. Parce qu'en fait, il y a un équilibre naturel qui s'instaure. Mmh. On n'a pas toujours été d'accord, mais quand on n'est pas d'accord, bah, voilà, il suffit qu'il y en ait 2 qui soient d'accord sur une Et oui, position et puis on avance. il y en a Donc, toujours un pour trancher, c'est qui fait la ça, balance. exactement, exactement. Donc c'est un chiffre magique. Donc voilà et puis pour terminer dans notre cas particulier, éditeur logiciel, il y a un poste qui est absolument clé chez éditeur logiciel, c'est ce qu'on appelle le CTO dans notre jargon. C'est en fait l'expert technique qui choisit la technologie, et qui les maintient et il se trouve que c'est le dernier des frères et cette personne-là, elle est vraiment clé et elle a besoin d'être là longtemps, sur toute la durée du projet et le fait que ce soit un frère, ça garantit cette pérennité-là. Mmh. Ouais et en plus tu l'as pris jeune comme ça tu es sûr de pouvoir le garder pendant 40 ans. En toute honnêteté, ça faisait longtemps que je savais qu'il avait en tout cas un énorme potentiel, sur ses compétences techniques, Mmh. qui sont très rares aujourd'hui. Et alors, vous êtes fait racheter à un moment par Mappal. Moi, je voudrais comprendre, d'un point de vue toujours entrepreneurial, pourquoi ce choix? Est-ce que vous avez pas voulu faire à un moment, peut-être une levée de fonds? Parce que je sais que dans ce type d'entreprise, c'est souvent ce qui se fait. Et aujourd'hui, quelle est l'ambition de votre entreprise? Alors on avait fait des levées de fonds, on a fait plusieurs levées de fonds, 3 de mémoire.
Et en fait, au moment où, Mappal nous contacte, on est en phase de levée de fonds encore pour, développer l'international, avec, une levée de fonds quasiment en train d'être bouclée. Et on a vendu parce que le projet Mappal était extrêmement intéressant pour nous sur plein d'axes. Mappal en fait avait, enfin on a aujourd'hui ensemble l'ambition de constituer une plateforme logicielle la plus complète possible pour les restaurateurs et à une dimension européenne. Et en fait, rejoindre Mappal nous fait gagner 5 ans, enfin à mon avis, je dirais même 10 ans sur notre plan. Parce que, on est passé, de 100 personnes en France à 300 personnes en Europe, avec une présence, en Espagne, et en Angleterre. Mappal était très présent sur la restauration commerciale et notamment le fast-food, sur lesquels on était peu présent. Nous, on est très présent sur la restauration, collective. Et puis, les outils sont très complémentaires. Honnêtement, ça s'imbrique presque parfaitement entre les différents outils. Donc, vraiment ça tombait sous le sens. On n'était pas vendeurs, hein, quand Mappal nous a contactés. Mais le projet industriel a vraiment du sens et honnêtement, on regrette pas. On a aujourd'hui une dimension qui nous permet, d'adresser des clients, internationaux ou même des plus petits clients. On a enfin des clients qui aujourd'hui démarrent en France et ouvrent des franchises. Par exemple en Hollande, je pense à un client en particulier, Wine on the Moon, qu'on accompagne et on peut l'accompagner parce qu'aujourd'hui on a une dimension, européenne. Donc, donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix-là, et les ambitions, c'est de continuer à se développer, en Europe. On est déjà leader et le plus gros, sur ce segment-là des ERP, des outils de gestion back office pour la restauration. On adresse aussi l'Amérique latine, puisqu'on a évidemment, un pied, depuis l'Espagne. Donc voilà, et l'ambition, c'est de continuer à équiper, des restaurateurs, puis de proposer aussi en France tous les produits du groupe. Aujourd'hui, on est connu, via Easylist, hein, encore une fois sur la gestion des coûts matières et des achats. Mais avec Mappal, on peut proposer aujourd'hui à tous nos clients des solutions de gestion du personnel, de formation du personnel, de gestion des avis consommateurs, de D'accord. contrôle sanitaire, contrôle qualité. Donc ouais, on répond un peu à tous les besoins back. Donc en plus du produit, en effet, vous implémentez des formations après directement dans les entreprises, Exactement. pour accompagner. En termes j'imagine que la grille tarifaire est extrêmement large et complexe, mais on va dire un prix d'entrée sur un restaurant commercial normal, à partir de combien on peut espérer travailler, avec ton entreprise? Alors, la grille est assez simple. C'est en général un prix par restaurant, en fonction de la taille du restaurant. Un prix d'entrée, si vous prenez qu'un seul module, très simple, on peut démarrer à 30 € par mois par restaurant. Mmh. Un prix moyen, en fonction des clients que l'on peut avoir sur les solutions EasyList, on est aux alentours d'une centaine d'euros par mois par restaurant pour avoir une solution complète de gestion des achats. Mmh, d'accord. Tu sais qu'ici, on est, plutôt sur un podcast, qui parle d'excellence de service, mais je trouvais ça intéressant d'amener ta vision du digital et je voulais justement savoir, selon toi, quel est le rôle de ce même digital dans le service et dans l'excellence de service, si on pousse? Bah, enfin, pour moi, mon rôle, c'est de faciliter la vie, des restaurateurs. C'est de pas la compliquer, hein, c'est ça l'enjeu, hein, quand on fait de l'informatique, surtout pour des métiers, dans la restauration qui sont souvent, par nature, personnel qui n'est pas habitué ou pas attiré par l'informatique, sinon ils auraient choisi ce métier. Mmh. Et donc c'est de fournir des solutions qui leur simplifient la vie. Et comment? Bah, en automatisant un certain nombre de tâches, comme la commande de matière, comme le contrôle de la réception, comme le contrôle de la facture. On fait aujourd'hui des solutions de scan de facture pour faciliter tout le traitement administratif et Ouais. donc donner du temps aux restaurateurs pour en passer avec ses convives et ses Mmh. consommateurs et ses clients et pas être derrière l'ordinateur. Ouais, bien sûr. C'est ça l'enjeu. C'est ça aussi l'enjeu d'ailleurs, avec Mappal parce qu'aujourd'hui, on peut proposer aux restaurateurs ou chaînes, d'être un interlocuteur unique, au lieu d'avoir plusieurs fournisseurs, et donc souvent de se retrouver avec plusieurs tablettes, dans le restaurant. Avec nous, il y a un seul interlocuteur, qui fournit tout le service et tout ce dont il a besoin sans avoir à multiplier les contrats et multiplier les coûts aussi. Donc, c'est ça l'enjeu du digital, aujourd'hui. Je pense d'ailleurs que le digital, je pense qu'on est au début de l'histoire du digital dans la restauration. Moi j'ai connu, au début de ma carrière d'informaticien, le développement des systèmes de caisse dans la grande distribution, quand le code barre est arrivé, Ouais. fin des années 90, et c'est là où on a mis en place ces systèmes de caisse et toute la chaîne depuis l'industriel, en passant par les grossistes et dans les magasins, s'est digitalisée. C'est ce qui est en train d'arriver à la restauration aujourd'hui et on en est au point zéro, qui est effectivement d'équiper les restaurants avec des outils de gestion, et puis d'avoir des codes, utilisables sur l'ensemble des produits utilisés dans les restaurants pour digitaliser toute la chaîne, et la rendre plus efficace. Mmh.
Ouais, du coup, en effet, il y a un énorme contrôle de A à Z et justement d'un point de vue, cette fois plus, RSE, est-ce qu'il y a un intérêt à utiliser une solution comme ça et si oui, laquelle? Il y en a plein. En fait, alors, je compte ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment et notamment avec enfin, avec tous les acteurs, mais j'allais dire les acteurs publics. J'étais, d'ailleurs en rendez-vous encore ce matin avec une région, c'est l'approvisionnement local. C'est faire en sorte que, par exemple, toute une région, puisse s'approvisionner auprès des producteurs de la région et ça, c'est des dossiers qu'on travaille avec nos clients et là, le digital permet, et bien, d'envoyer les commandes aux bons producteurs, quand on dit, c'est assez facile de dire, ben, pourquoi est-ce que les lycées d'une région ne s'approvisionnent pas auprès des producteurs de fruits et légumes locaux? Parce que c'est pas aussi simple. Parce que pour un producteur, il faut pouvoir anticiper, il faut pouvoir lui dire en fonction de sa récolte, voilà à peu près combien de kilos ou de tonnes, hein, je vais avoir besoin et quand, pour que lui puisse s'organiser. Bah, le digital permet ça. On va être Mmh, capable de dire le mois prochain, en fonction des effectifs que l'on va avoir, on va avoir besoin de tant de kilos, de bien produits, sûr. à telle date et c'est comme ça qu'on va développer le local. Ça, c'est un axe, le local. L'autre axe, c'est la partie bio aussi, hein. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs même une réglementation qui impose dans la restauration collective un pourcentage de bio. Bah, on va pouvoir, sélectionner les produits bio, grâce à Easylist. Waouh! On va aussi pouvoir faire en sorte d'ailleurs, c'est aussi des discussions que l'on a avec les acteurs publics, de pouvoir s'approvisionner en bio sans nécessairement augmenter le prix du repas, grâce justement à une meilleure gestion des besoins et des outils. Voilà quelques exemples sur l'impact RSE. J'en rajouterai un dernier, puis c'est une fonctionnalité qu'on a aussi dans l'outil, c'est de réduire le gaspillage. Oui. On a aujourd'hui des solutions qui permettent de mesurer le gaspillage, et s'assurer que voilà qu'on réduit, le gaspillage Mais alimentaire, comment? Avec quoi? Des poubelles connectées? Ça fonctionne c'est comment? ça, Avec c'est des ça, poubelles c'est des connectées, c'est poubelles génial. ouais, ouais, c'est ça, des poubelles connectées, des tables de tri connectées où on va faire le tri des plateaux et donc la poubelle, elle pèse et elle envoie en temps réel la donnée à l'outil EasyList qui permet d'avoir une donnée et donc de pouvoir réduire. On dit c'est très difficile de réduire quelque chose qu'on ne mesure pas donc notre ambition, c'est déjà de mesurer le gaspillage. Une fois que vous l'avez mesuré, vous êtes capable de dire: «Bon, bah, on a fait tant de kilos cette semaine, notre objectif, c'est de réduire de X la semaine prochaine». Bien sûr, ouais, j'imagine. C'est extrêmement intéressant et on est un peu déjà dans le futur quand je l'imagine, cette connectivité, c'est assez passionnant. Cette fois-ci d'un point de vue plus peut-être management, toi, quel manager tu considères? Je trouve ça extrêmement intéressant parce que tu nous disais tout à l'heure, vous avez commencé toi tu as 40 ans, enfin tu avais 40 ans à ce moment-là, un frère de 25, vous étiez une petite entreprise, vous avez été racheté par une grande. Quel manager ou dirigeant tu es? Comment est-ce que tu manages un peu au quotidien? Peut-être comment est-ce que tu gères aussi ces différences générationnelles? Et également, il y a 3 questions en une, comment est-ce que tu as évolué dans ton management au cours de ces dernières années? Bah, j'ai évolué, ouais, vraiment parce qu'en fait, quand on a démarré, moi j'avais travaillé dans des grands groupes, avant comme je l'ai expliqué au début de cet échange et donc quand on a créé, la société, j'ai reproduit ce que j'avais vu, dans ces grandes entreprises, c'est-à-dire structure assez pyramidale. Et effectivement, le plus jeune des frères avait une autre vision, qui était, de beaucoup plus d'autonomie, et de responsabilité et de bienveillance aussi, dans l'entreprise. Et donc moi j'ai évolué, j'ai changé. Il y a un livre d'ailleurs qui m'a ouvert les yeux, qui s'appelle La motivation 3.0 de, Daniel Pink. C'est un Américain qui avait écrit ce livre qui explique que, la motivation, humaine, a des leviers qui ne sont pas les leviers qu'on utilise en entreprise. En tout cas, certainement pas le management, certainement pas les parts variables, et autres, carottes, mais sur d'autres leviers. Et moi, ce livre, plus effectivement cet échange qu'on a eu avec David, le plus jeune des frères, m'a fait évoluer et aujourd'hui, on peut dire qu'on est une entreprise libérée, on utilise un peu moins ce terme peut-être aujourd'hui. En tout cas, on est une entreprise où on donne beaucoup d'autonomie, beaucoup de bienveillance, on n'a pas honte de dire qu'on est des gentils, des fois ça a l'air un peu, ouais, mais on le dit, on est J'aime des beaucoup ce gens terme. gentils. Ouais, beh, effectivement, mais dans tout d'ailleurs, aussi bien vis-à-vis de nos collaborateurs que vis-à-vis de nos clients et de tous ceux avec lesquels on travaille. Je Voilà, j'ai beaucoup évolué là-dessus, évolué aussi peut-être avec l'âge où aujourd'hui, j'ai plus trop envie de passer mes journées avec des personnes qui sont pas heureuses d'être, avec nous donc on travaille beaucoup cela, et donc aujourd'hui, c'est un management, en tout cas je pense, hein, il faudrait demander aux collaborateurs, mais où on donne beaucoup d'autonomie,
beaucoup de bienveillance, beaucoup de liberté. J'ai l'habitude de dire, et ça surprend toujours un peu, mais aux nouveaux, collaborateurs qui nous rejoignent, que chez nous, ils peuvent travailler d'où ils veulent, quand ils veulent et s'ils veulent. C'est-à-dire que si, ils ne veulent pas, ben, c'est pas grave qu'ils restent chez eux. On a autre chose à faire que de perdre notre temps, sur un sujet qui nous intéresse pas. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on met en œuvre et honnêtement, ça vient des lectures et puis aussi effectivement de cette nouvelle, génération, qui arrive dans nos entreprises, qui veulent quelque chose de différent, réellement, je le vois, qui veulent du sens, qui veulent, de l'autonomie, qui choisissent leur entreprise aujourd'hui, hein, moi, quand j'ai cherché du travail après l'école, il fallait chercher. Aujourd'hui, c'est les entreprises qui cherchent des collaborateurs, Ouais. hein, donc le monde s'est inversé. Absolument et c'est pour ça que je trouvais très intéressant d'avoir, ta vision, intergénérationnelle et tu utilises aussi ce terme que moi j'aime beaucoup d'entreprise libérée. Est-ce que tu faisais, allusion un peu au livre, je crois d'Isaac Getz qui parle de ça? Vous en êtes inspiré dans votre management, d'entreprise? Oui, oui, on s'en est inspiré dans le management d'entreprise, on a mis en place, des équipes qui sont très autonomes, on a eu pendant très longtemps, on n'avait pas de manager, jusqu'à quasiment, 40 personnes, 50 personnes, on n'avait pas de manager. Bon, aujourd'hui, on en a, ou plutôt des leaders et managers parce qu'avec la taille, on a besoin d'organiser. On a passé tous les stades de l'entreprise libérée, des stades qui sont aussi, assez difficiles, hein, quand on enlève un peu toutes les structures de management, toutes les structures, habituelles, de gestion d'une entreprise, on peut avoir des travers, et notamment, hem, il y a plus d'instance de contrôle et donc ça peut dériver, Ouais. et c'est à l'équipe de s'auto-contrôler, et il faut des personnalités aussi qui adhèrent à ça. On a eu des collaborateurs d'ailleurs qui sont rentrés et qui nous ont dit: «Mais moi ça me convient pas, moi j'ai besoin qu'on me dise le matin ce que je dois faire, enfin je peux pas travailler comme ça». Mmh. Donc bah, très bien, mais donc oui, on a effectivement, suivi l'ensemble de ces organisations-là. Aujourd'hui, on a rejoint un groupe, européen, qui a toutes les autres qui a aussi ces valeurs-là, en tout cas qui a des valeurs humaines très fortes. Les différentes entreprises dans le groupe sont pas forcément aussi libérées que nous, on va dire, en termes de management. Mais en tout cas, on diffuse ça, on diffuse cet état d'esprit-là, et il y a de l'écho, hein. Il y a de l'écho parce que de toute façon, toutes les entreprises en Europe et ailleurs, à mon avis, sont face à ce même phénomène, qui est que, ben, encore une fois, cette nouvelle génération qui arrive, elle a besoin de sens, elle a besoin d'autonomie et puis si ça lui plaît pas, elle s'en va, hein. C'est aussi C'est simple que ça, hein. complètement vrai et alors, à ton niveau maintenant avec, toutes ces années d'expérience, comment est-ce que tu continues de progresser? Aussi bien en tant que manager dirigeant que peut-être en tant qu'humain? Ça, c'est une très bonne question. Je transmets, enfin, en tout cas, j'espère avoir cette ambition-là. On progresse toujours ensuite, hein, alors il y a un axe quand même sur lequel on progresse énormément, enfin, ou en tout cas je progresse, c'est le développement international. J'en avais déjà fait un peu, dans mes précédentes expériences professionnelles. Là, avec Mapal, on est littéralement en train de construire une société européenne, mais littéralement. C'est-à-dire que c'est pas des pays, les uns à côté des autres, c'est une entreprise où toute la structure, managériale, organisationnelle, tout est défini au niveau européen. Ça Mmh. pose plein de challenges, de langue évidemment, de Bien culture sûr. aussi, de mode de fonctionnement entre nous et ça, sur ce sujet-là, oui, c'est un gros progrès. C'est aussi pour ça qu'on a rejoint le groupe Mapal. Sur cette construction. Donc, je pense que, c'est un des axes, de progrès et puis aussi d'apprendre des produits ou des métiers qu'on ne connaissait pas bien aujourd'hui. Je pense par exemple à la gestion du personnel dans les restaurants. Un domaine où on n'était pas présent, en France et on est en train d'y aller. Il y a plein de challenges à relever. Oui, j'en suis sûr. Puisqu'on a fait tous ces tous ces comparatifs générationnels et ces voyages, dans ton passé, si justement tu pouvais, revenir en arrière, il y a peut-être, 10, 20 ou 30 ans, est-ce que tu ferais quelque chose différemment et si oui, bien sûr, qu'est-ce que ce serait? Si je revenais en arrière 10 ans en arrière, il y a quelques erreurs de jeunesse quand on crée une entreprise que je ne ferai plus, J'imagine. non voilà, il y en a plein. Ouais, souvent on dit, hein, la réussite en entrepreneuriat, c'est de prendre plus de bonnes décisions que de moins bonnes, que de mauvaises. Mais Ouais, c'est c'est vrai, il y vrai. a forcément des mauvaises, mais faut qu'il y ait plus de bonnes, c'est tout. Mais donc ça, c'est effectivement, si je revenais à 10 ans. Si je revenais à 20 et 30, je créerais ma société plus tôt. Je l'ai fait à 40 ans. Mmh. C'était bien parce que j'avais, malgré tout une certaine expérience, on va dire et puis aussi associé encore une fois avec dans les équipes des équipes plus jeunes, c'était
c'était complémentaire, Oui, mais si tu avais mais créé ton entreprise à 20 ans, ton frère aurait eu 5 ans. ouais, Ça aurait été un peu compliqué. ça a été un peu compliqué. Exactement, exactement. J'aurais pas pu avec lui. Mais j'aurais je pense que 30 ans, ça aurait été bien pour créer, j'avais essayé, hein, sur d'autres activités, ça a pas pu se faire. Encore une fois, il faut qu'il y ait un moment où ça se fasse, c'est voilà, c'est le point qui Mmh. j'aurais aimé démarrer plus tôt. Oui, mais je pense que ça demande, il faut être prêt, ça demande une certaine maturité, il faut aussi avoir la bonne, opportunité et c'est un vrai, bond en avant. Je trouve ça génial qu'en fait, toi, tu aies pu faire ce voyage entrepreneurial avec, tes frères parce que l'un des plus gros problèmes, il me semble, de l'entrepreneuriat, c'est cette solitude qu'on peut ressentir parfois, un peu ce qu'on appelle la traversée du désert et toi, j'imagine que vous avez dû la vivre, mais en tout cas, vous l'avez vécu à 3 et vous avez pu, vous serrer Ouais, les coudes dans les moments compliqués. Ça a dû être, ouais. assez génial. Exactement et puis, il faut aussi, ce que j'appelais, tout à l'heure un alignement des planètes. C'est-à-dire que à titre personnel, à titre professionnel, il y a des moments dans la vie où c'est le moment d'y aller, où on peut y aller, et moi à 40 ans, voilà, il y a eu plusieurs événements qui sont passés dans ma vie, qui ont fait que j'ai pu y aller. Voilà, et c'est ça, ça se décide pas forcément, c'est comme ça. Mmh. Des fois, il faut un peu provoquer le destin. Ça, c'est Mais vrai. oui, c'est sûr que la création d'une entreprise, c'est un tel investissement, personnel, que oui, voilà, il faut que tous les voyants soient allumés pour y aller et puis pour tenir. Après, il y a aussi, quand on démarre et on le voit aujourd'hui, quand on démarre plus jeune, ça marche aussi, parfois ça marche pas et c'est une expérience, extraordinaire, hein, Mmh. de créer une société et que ça marche pas, c'est je trouve encore plus, une expérience encore plus enrichissante que quand ça marche, parce que Complètement. pour le coup la deuxième on fait pas les mêmes erreurs que la première donc Oui, bien voilà sûr. On apprend aussi ses échecs, même si en France, on a quand même du mal à accepter ouais, ça. C'est pas vraiment valorisé, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Après je trouve qu'il y a quand même une différence entre la théorie où on dit: c'est bien» et puis quand on vit l'échec, c'est toujours très, très difficile aussi de le digérer. c'est sûr. Et puisqu'on est dans tous ces apprentissages, on a également cité un peu de lecture tout à l'heure. Est-ce qu'il y a toi un livre que tu recommandes, qui est soit ton livre de chevet ou en tout cas un livre qui t'a marqué dans ta vie? Celui-là, hein, enfin Motivation 3.0, je c'est vraiment celui qui m'a marqué professionnellement, à titre personnel, il y en a un livre qui me revient à l'esprit à l'instant que je vous parle, c'est Elle s'appelait Sarah, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Ça m'a déchiré sur l'histoire d'une juive pendant la Seconde Guerre mondiale, Ouais. qui est ce livre m'a vraiment beaucoup touché. Mais à titre professionnel, Motivation 3.0, encore une fois où Daniel Pink explique que ce qui motive, la personne humaine, l'humain, c'est d'abord le sens, c'est pourquoi je fais des choses. C'est ensuite la compétence, c'est que je sais faire et c'est ensuite l'autonomie, j'ai la possibilité de le faire ou de ne pas le faire. Et un exemple, assez trivial où on retrouve ces 3 axes là, ces 3 piliers, c'est toutes les associations, les clubs de foot, les clubs de danse, tous les clubs. En fait, vous vous rendez compte que les gens y vont, mais ils sont pas obligés d'y aller. Ils ont pas de part variable pour y aller, ils sont même pas payés souvent pour y C'est aller vrai. et pourtant ils y vont. Et donc il y a bien une motivation pour y aller. Bah, si vous regardez bien, vous aurez ces 3 piliers, le sens, ça leur donne du sens, ils ont une compétence, et ils sont libres d'y aller ou pas d'y aller. Mmh, c'est un excellent exemple. Quand on applique ça en entreprise et si on arrive à l'appliquer, c'est assez puissant parce que pour le coup, plus besoin de manager, hein. L'équipe se met en ordre de marche toute seule et règle les problèmes toute seule. Après en effet, on a un outil, un levier, ultra puissant. Une citation favorite que tu te répètes ou pas, mais en tout cas qui te plaît? Heu, Cita bof, ils savaient pas que c'était impossible, mais ils l'ont fait quand même. J'aime bien. C'est, Ils ne savaient pas que c'était c'est impossible, alors ils l'ont fait. ouais, c'est ça, pardon, c'est Ouais, ça. Ils ouais, savaient que ouais, c'était j'aime impossible, beaucoup alors ils l'ont aussi. fait. C'est ouais, des fois, faut y aller et puis on verra. Moi, je suis après, il y a des états d'esprit, là aussi, qui sont différents. D'ailleurs, les 3 frères ont des états d'esprit différents. Moi, Mmh, je suis assez aventurier, on va dire. J'ai pas je voilà, je suis plus qu'aventurier, en fait. Si la route, elle est tracée devant et qu'il y a pas d'incertitude, pour le coup, ça m'inquiète. C'est pas le cas de tous les frères. Il y en a d'autres qui préfèrent justement que la route soit tracée, qu'il y ait pas trop de ouais, changements. Mais ça, oui. c'est des personnalités et donc Et dans une même famille, il peut y avoir, des différences, radicales entre, ouais, les modes de fonctionnement, oui, absolument. c'est ça et il faut un peu de tout, hein. C'est pas l'un est meilleur que l'autre, hein. Quand on pilote une entreprise, des fois, il faut aller un peu au risque, des fois un peu moins, et voilà, c'est tout un équilibre à trouver,
et du coup, il faut toutes les sensibilités pour pouvoir, essayer de prendre la meilleure décision. Je suis d'accord avec toi. Emmanuel, après toi, sur, Hospitality Insiders, qui est-ce que tu aimerais, voir invité pour nous parler entrepreneuriat, management et excellence de service, bien sûr? Bah, un des frères, ce serait sympa. Pour compléter, oui. Ça le Voilà, c'est effectivement d'avoir l'autre vision, effectivement, notamment du plus jeune, sur lui a vécu ça de l'autre. Moi, j'ai l'air effectivement sans doute avec une autre vision, Faudrait l'enregistrer avant d'avoir, ton épisode, comme ça il sait pas ce c'est que ça, dire. c'est ça, exactement, exactement. Non, après les entrepreneurs, start-upers, enfin, c'est toujours des expériences, très riches à partager, heu, sur ce qu'on vit et puis je souhaite, tous ceux qui le souhaitent et qui le veulent et qui le peuvent, d'entreprendre. C'est une belle aventure humaine, et de partir de rien, et puis, aujourd'hui de voir une équipe, de 300 personnes, y compris en Angleterre, en Espagne, en Suède, qui parlent d'Easylease, qui vendent Easylease alors qu'avant ça n'existait pas. C'est une vraie fierté aujourd'hui. On sent en tout cas que tu vis ton entreprise et que tu l'aimes un peu comme on aime, sa petite famille, c'est assez touchant et quelqu'un qui justement aimerait rentrer en contact avec toi, soit pour des raisons professionnelles ou pour continuer cette, conversation, quel est le meilleur moyen de te contacter? Oh, c'est le mail, puisque c'est le mail, voilà, qui est sans doute le meilleur moyen, c'est egrelot@mapal-os.com. Je suis présent aussi sur LinkedIn, hein, Emmanuel Grelot, Grelaud. Vous me trouverez très facilement sur LinkedIn et avec ces 2 moyens, vous êtes sûr de m'atteindre. Je mettrai, toutes les références en bas du podcast. Emmanuel, on en arrive à la fin de cet entretien. Je voudrais quand même te laisser, le petit dernier mot. Si tu avais un dernier message en plus du reste à faire passer aux insiders qui sont nos auditeurs, quel serait-il? Ouais, ce serait un message, d'actualité, à l'heure où, en Europe, il y a des gens qui s'entretuent, hem, ben, nous, on construit, entre Européens une entreprise, c'est notre façon de dire, ce que je pense à tous ceux qui voient du noir Mmh. et qui se referment sur eux-mêmes et se battent entre eux. Je pense qu'en Europe, on peut faire des choses ensemble, malgré nos différences de culture, de langue et tout ça. Voilà, ce serait le message de la fin qui est pas toujours très heureux, mais Ouais, 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 qui est voilà, c'est en tout cas ce qui me vient à l'esprit, complètement. Mais merci en là tout cas, aujourd'hui. c'est très touchant. Merci pour, tous ces messages. Merci d'être, venu faire un tour, sur Hospitality Insiders, au milieu de tes différents rendez-vous et on souhaite tout le meilleur, à la fratrie et à Easylis et Mapal, en même temps. Merci beaucoup, Maxime. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.